En Empédocle le dit toujours, quand on vous pose une question, il faut toujours préacter méthodologiquement qu'il y a toujours le vrai et le faux. Si vous me dites par exemple qu'est-ce que l'amour, je dois répondre il y a l'amour vrai, il y a l'amour faux. Si vous me dites qu'est-ce que la conscience, il y a la conscience vraie, il y a la conscience fausse. Donc il y a deux langages. Il y a le langage vrai, il y a le langage faux. Le langage de la communauté et le langage d'une immanence qui désigne à l'infini. Si je prends les langues traditionnelles par lesquelles les gestes se sont progressivement sonorisés pour produire effectivement du sens et construire la langue, parce que la langue n'est pas une construction des hommes, elle est une construction immanente de la communauté. C'est la communauté qui produit une immanence qui crée le langage. Et le langage est finalement la chose la plus communiste qui soit, parce qu'un homme tout seul sur une île ne peut pas parler, et le langage n'est pas une production contractualisante. Le langage est une immanence communautaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que, Hegel et Marx ont très bien compris ça, et vous avez quelqu'un de prodigieusement intelligent, mais qui vient d'un autre horizon, c'est De Bonald. De Bonald a fait un travail extrêmement riche sur la langue, et il rejoint Marx et Hegel sans le savoir, d'autant qu'ils arriveront plus tard. Mais, si vous voulez, donc, il y a une langue communière qui dit le tout du monde. Et par exemple, dans la communauté traditionnelle, cette langue, elle dit la communauté. Si nous parlons des Grecs, elle dit le génos. Pendant des siècles, ce qui articule la communauté, c'est le génos, c'est-à-dire c'est une souche qui fait transmission de la reproduction du groupe sur une base communiste à la fois de lien du sang et de lien de reproduction de la communauté. Et on a vécu en Grèce archaïque pendant des siècles sur la souche. Et à un moment donné, la révolution commerciale va produire l'émergence d'une valeur d'échange qui va tuer la souche communiste et qui va substituer à la souche, au génos, le démos. C'est-à-dire que la base de vie n'est plus la souche, mais c'est le démos, c'est-à-dire le dème, une division territoriale selon Clisthène, qui a mis en marche une recomposition des espaces de vie. Au lieu d'avoir des communautés, on a une société. Là, je vais avoir des créations linguistiques, mais je vais avoir des créations linguistiques qui sont aliénatoires. Puisque je n'ai plus le génos, j'ai des hommes. Mais j'ai quoi comme homme? J'ai l'homme libre, et le téros, et j'ai l'homme esclave, doulos. Auparavant, j'avais un seul homme. J'avais Aner, c'était l'homme. Je vais avoir une richesse linguistique supplémentaire, puisqu'au lieu d'avoir un seul mot, j'en aurai trois. Mais cette richesse linguistique, elle vient produire une médiation aliénatoire qui est un appauvrissement ontologique. C'est pour ça qu'assez souvent, quand les gens me disent « Qu'est-ce que vous pensez de la liberté ?» je réponds toujours « La liberté, c'est l'esclavage. » C'est pas simplement la liberté, c'est l'esclavage au sens orwellien du terme dans toute la modernité de la marchandise, mais il n'y a dans aucune langue première le concept de liberté. Parce que la liberté qui nous apparaît à nous comme un concept positif est en fin de compte un des premiers concepts négatifs qui vient rendre compte du fait que la communauté première étant morte, on a maintenant une atomisation à la fois sociale et narcissique des sujets individuels avec l'homme libre ou l'esclave, liber en latin ou servus, alors qu'avant j'avais simplement homo. Donc, si vous voulez, il y a la richesse linguistique de la beauté cosmique de l'homme qui s'épanouit dans la jouissance de son être générique, et j'ai des langues, Guarani, Guayaki, Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'ai des milliers et des milliers de mots qui expriment cette richesse infinie, mais dans une désignation qui n'est pas aliénée et médiatrice. Elle rend compte de l'immédiateté, de la saveur des choses. Et j'ai toute une linguistique postérieurement à la révolution néolithique qui va créer des mots qui ne sont pas des mots qui apportent plus, mais qui viennent dissimuler le retranché. Donc, pour reprendre la formule d'Empédocle, création linguistique, il y a ça dépend comme réponse, il y a celle qui crée à l'infini du mouvement de la fusis riche en termes humains, et il y a
tout l'appareillage techno-linguistique de notre assujettissement à quelque chose qui nous enferme dans la division et donc dans l'individualisation, parce que dans la communauté, je n'ai pas de prétention narcissique, et même si parfois il y a des rivalités périphériques, elles ne s'autonomisent jamais jusqu'à produire l'ego aliénatoire du sujet personnel. L'individu qui se croit être un sujet possible de pensée personnelle est déjà une maladie mentale qui vient montrer que la communauté générique de l'humain est morte et que je suis dans la folie du spectacle qui va produire toutes les valorisations pathologiques de l'économie narcissique des échanges. Donc si j'ai bien compris, et pour essayer de simplifier et peut-être de rendre ça audible pour un maximum de personnes, ce que vous dites, c'est que dans la communauté primitive de l'être, il n'y a pas besoin de liberté parce qu'on ne parle de liberté qu'à partir du moment où on l'a perdue. Et lorsqu'on est dans un état d'immanence à l'être, il n'y a pas besoin de créer un concept pour désigner un état qui est déjà donné. Alors, je serai encore plus radical, c'est-à-dire que moi je dis à bas la liberté. C'est-à-dire que si vous voulez, les gens qui sortent de mon cabinet et qui ont d'une manière décisive résolu leurs problématiques d'angoisse, de questionnement ou d'égarement, ne disent pas « je suis libre ». Ils disent « je suis ». Moi, Francis Cousin, j'en ai rien à foutre d'être libre. Être libre, c'est avoir la capacité circulatoire de déambuler dans les galeries caprices de la représentation marchande. Je veux, je peux, je veux. Non, je veux assumer la jouissance de mon être générique. Et ça, c'est pas de la liberté. Et pendant des millénaires, les hommes qui étaient dans l'affirmation de leur être générique n'avaient pas besoin d'un mot pour parler de quelque chose. La liberté, c'est l'arrachement à l'être générique. On veut que nous valorisions le concept de liberté, parce qu'au bout du concept de liberté, il y a le hors-sol pathologique absolu, non pas par accident, mais par nécessité. Pour s'opposer à la marchandisation contemporaine, le point ontologique essentiel, c'est celui qui est défini par Marx dans les manuscrits de 44, c'est l'être générique. Et en même temps, dans les manuscrits de 43, quand il fait la critique de l'État hegelien, il dit « à bas la liberté, à bas l'égalité, à bas la fraternité ». C'est un triptyque d'imposture qui vient signaler que l'homme arraché à son humanité a le droit d'être libre, c'est-à-dire d'aller circuler sur le marché des offres, des ventes, de sa prostitution universelle. L'égalité, c'est le fait qu'il peut s'équivaloir sur le marché de l'aliénation, et la fraternité, c'est la fête du crétinisme festif. Donc ces concepts-là ne sont pas des concepts qui ont dégénéré, qui ont trahi, qui ont dévié. Ils sont par essence l'ordre de l'antifusis et de l'antigénérique. Donc l'émancipation demain, ce sera la jouissance de l'être générique, enfin débarrassé de la chosification marchande, du règne de la quantité marchande, et qui retrouvera la qualité de la satisfaction humaine. Mais ça n'a rien à voir avec la liberté, puisque la liberté est justement l'antithèse. Donc un être de radicalité se bat pour les racines de l'être générique, pour émanciper l'homme de la marchandise, mais ça n'a rien à voir avec la liberté, puisque précisément la liberté est le mot liberté. Chaque fois que le mot liberté a surgi dans une langue, il a surgi non pas pour expliquer une dénaturation de ce qui existait avant, mais l'exacte antithèse de ce qui était avant.